RCF. La seule certitude, c'est que nous allons tous mourir un jour. Face à cette réalité, les hommes, depuis la nuit des temps, ont imaginé des rituels et des récits, la géhenne, paradis et enfer, réincarnation. Mais toutes ces traditions spirituelles s'appuient sur une affirmation: la mort physique n'est pas la fin de celui qui décède. Docteur Christophe Fauré, vous êtes médecin, psychiatre, psychothérapeute, spécialisé dans la fin de vie. Dans votre nouveau livre, Cette vie et au-delà, aux éditions Albin Michel, vous nous partagez les nombreuses recherches scientifiques qui sont menées actuellement, et notamment dans les pays anglo-saxons, sur la continuité de la conscience après la mort, et cela en s'appuyant sur les expériences de mort imminente, les EMI, les expériences de fin de vie et les vécus subjectifs de contact avec un défunt, autant d'expériences troublantes et questionnantes dont nous allons parler ensemble au cours de cette émission. Mais d'abord, Christophe Fauré, quand on demande quelle est votre spécialité, vous dites que vous préférez utiliser l'expression accompagnement des ruptures de vie plutôt que accompagnement des personnes en fin de vie. Pourquoi cela ? Accompagnement des ruptures de vie parce qu'au cours de mon trajet professionnel, j'ai bien sûr accompagné les personnes en fin de vie, mais les personnes en deuil, mais également les personnes qui se trouvent confrontées à cette fameuse crise de la cinquantaine, en tout cas les ruptures de vie où à un moment donné, il y a des moments dans l'existence où les choses fonctionnent relativement bien et il y a des ruptures. Alors ça peut être aussi des ruptures liées par la maladie, ça peut être des ruptures liées par le divorce, des ruptures liées par des effondrements dépressifs sans forcément qu'on puisse trouver clairement des causes. Donc c'est vraiment cela que j'ai donné cette couleur que j'ai donnée à mon activité professionnelle, accompagner ces ruptures afin de pouvoir puiser dans les ressources des personnes toutes les capacités qui sont là, latentes, mais qui ont besoin d'être parfois stimulées, réactivées pour pouvoir retrouver un peu un chemin de plus grande sérénité, je dirais, avec peut-être quelques cicatrices, être un petit peu cabossé, mais quand même se redresser et continuer à avancer. Alors vous êtes très connu, docteur Christophe Fauré, aussi pour l'accompagnement de personnes en fin de vie, des personnes endeuillées, en deuil, oui. Bien sûr. Et ça vous est venu très jeune, vous le dites d'ailleurs dans le début du livre, ça vous est venu très jeune, cet intérêt pour la fin de l'existence. La fin de vie, c'est venu très tôt. En fait, là, j'en parle dans le début du livre par la lecture du livre de Moody, le docteur Moody, qui était psychiatre, jeune psychiatre à l'époque, La vie après la vie, bien sûr. En 1973, le premier livre qui a vraiment fait connaître les premier livre que j'ai lu, et j'avais 13 ans. 73, j'avais 13 ans, autour de 13 ans en tout cas. Et je me suis retrouvé avec cette lecture qui m'a fasciné, comme beaucoup de monde bien sûr, mais ça a éveillé très rapidement un intérêt. D'ailleurs, dans la préface de ce livre, il y avait la mention du docteur Elisabeth Kübler-Ross, qui est psychiatre, qui a travaillé avec les personnes qui étaient confrontées à la maladie grave et qui était la pionnière des soins palliatifs au tout début. On est dans le début des années 60. Vous êtes dit, je veux faire la même chose mais qu'elle. Immédiatement. Enfin, vraiment, il y a quelque chose. Parce que c'est pas évident avec des personnes qui sont en fin de vie. On peut vraiment appeler un appel, quelque chose, Vauquaré appelé, vocation. Oui, bien sûr. Quelque chose qui était de cet ordre-là et qui ne m'a jamais quitté. C'est-à-dire que toutes mes études après, il y avait toujours quelque chose qui traînait dans mon esprit. Travailler autour de la fin de vie, c'est curieux quand même qu'on est tout petit, travailler autour, après c'était le cerveau, la conscience, mais c'était toujours dans ce domaine-là. Et en médecine, le seul endroit où on étudie vraiment un peu la conscience, c'est la psychiatrie. Donc naturellement, j'ai choisi cette orientation en psychiatrie. Voilà. Les expériences de mort imminente, c'est quelque chose qui vous a attiré tout jeune, mais lorsque vous étiez étudiant en médecine, est-ce que l'on en
parlait dans le Quand cadre de j'étais vos étudiant en études? médecine, on n'en parlait absolument pas. Là, je parle d'il y a quelques décennies. Absolument pas. Je n'ai jamais eu un cours, jamais eu mention même des expériences de mort imminente, alors qu'elles sont fréquentes. Quand on regarde une enquête qui a été réalisée par un cardiologue, Pim von Lomen, qui a publié d'ailleurs dans le Lancet, qui est un journal majeur scientifique américain, sur une enquête, il a pu identifier que parmi une population de personnes qui avaient eu un arrêt cardiaque dans des cliniques cardiologiques, 20% des personnes avaient fait des EMI. Et en fait, il était un des premiers à vraiment étudier de façon systématique cela, de façon prospective. Mais durant mes études, on n'en parlait pas du tout. On ne savait pas on pouvait pas même identifier clairement ce que c'était. Et ce qui me laisse penser que tant de gens, des centaines, des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes se sont retrouvés à avoir vécu ces expériences-là au fil de décennies sans jamais pouvoir en parler. Ils n'osaient pas en parler. Ils n'osaient pas en parler parce que vraiment très clairement, les premières réactions c'est une hallucination, tu deviens fou, tu as imaginé ça, ce n'est rien. Et même d'ailleurs pour les expériences de mort imminente d'enfants, les jeunes enfants qui parfois font des expériences, ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, et ils racontent ça à leur papa, à leur maman, qui dit « mais non, tu as imaginé ». Et on voit après des adultes qui, 40 ans après, racontent l'expérience qu'ils ont vécue et qui reste intacte dans leur esprit. Mais vous, docteur Christophe Fauré, vous dites clairement que durant vos études, vous étiez assez dubitatif là-dessus. Vous écrivez dans le livre, ces récits ne pouvait être que le fruit d'un dysfonctionnement du cerveau, une altération de son activité électrique sous l'effet d'un stress aigu, la conséquence d'un dérèglement organique quand le corps arrive en bout de course, ou encore des hallucinations générées par la douleur du deuil. C'est ce qu'on vous dit dans les études. Pendant nos études, on était dans le cadre d'un paradigme, d'un postulat scientifique qui est encore prévalent aujourd'hui et qui affirmait, ouvrez les guillemets, la conscience n'est que le produit du cerveau, n'est que le produit de l'activité neuronale. Mais c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce que pensent la plupart des gens aujourd'hui encore. On continue à être dans ce paradigme, dans cette postulat scientifique qui, croyez-le ou non, n'est pas démontré. Il y a bien sûr une corrélation entre le cerveau et la conscience, bien sûr une corrélation, mais on n'a absolument jamais pu prouver la causalité, à savoir que de l'activité neuronale émergeait la conscience. Ceci est une tentative pour essayer de comprendre la corrélation entre cerveau et conscience, mais ce postulat qui pourtant domine la science matérialiste actuellement est celui qui gouverne toutes les études. Mais attendez, aidez-nous à comprendre. Quand vous utilisez le mot de conscience, oui. Vous parlez de quoi? Quand on parle de conscience, ce n'est pas le mental. Ce n'est pas les pensées. Ce n'est pas les pensées, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas qui seraient des fonctions de la conscience. La conscience, c'est le fait que je puisse vous percevoir tout de suite. C'est le simple fait d'avoir conscience de cette situation, dans cette magnifique bibliothèque où nous sommes, en entendant les sons étouffés de la rue, en sentant la température de la pièce. C'est vraiment la conscience, c'est pouvoir percevoir des perceptions, des sensations. Mais ça, pour la plupart des gens, ça vient de notre corps. Voilà. C'est grâce à nos sens. Voilà, alors que dans la conscience telle qu'elle est définie, là, c'est justement quelque chose qui ne dépend pas des sens. Parce que, justement, lors de cette expérience de mort imminente, la personne a ce qu'on appelle une sortie de corps, c'est-à-dire qu'elle voit son corps à distance et elle perçoit l'environnement avec une très grande clarté et elle se rend compte que persiste la capacité à penser, à ressentir des émotions, à percevoir même son environnement, le son, les personnes, et pouvoir garder les capacités de mémorisation, parce que cette expérience, elle va s'en souvenir quand elle va retourner dans son corps. Alors que son corps est donné mort cliniquement en tout cas, c'est-à-dire ses fonctions se sont arrêtées, le cœur ne bat plus. Après 10 à 15 secondes après l'arrêt du battement du cœur, il y a l'activité cérébrale qui s'arrête. Donc ça veut dire que le cerveau s'arrête. Le cerveau ne fonctionne plus. Et donc ça peut être un accident sur le bord de la route, mais c'est attesté également lorsqu'on a des interventions chirurgicales où il y a, pour 1000 raisons, nécessité de mettre en sommeil le cerveau, refroidir le cerveau par exemple pour opérer un anévrisme. Enfin, c'est des choses où on a objectivement, avec un tracé d'électroencéphalogramme, on a un tracé plat. Et ceci,
ne peut pas produire des hallucinations. Pourquoi ? Parce que des hallucinations, pour se produire, ont besoin d'un cerveau fonctionnel. Or, comment un cerveau qui n'est plus fonctionnel, qui n'a plus la capacité de pouvoir générer la moindre information, est toujours en mesure d'enregistrer, de penser, de ressentir ? Visage, Thierry Lyonnais. Alors, docteur Christophe Fauré, dans ce livre que vous publiez, Cette vie et au-delà, vous parlez de plusieurs expériences que peuvent vivre les différentes personnes. Nous allons le voir. Il y a ce qu'on appelle les expériences de mort imminente et les expériences de fin de vie. Donc, on va parler de tout cela. J'aimerais qu'on comprenne d'abord les expériences de mort imminente. Qu'est-ce que l'on appelle une EMI, une expérience de mort imminente, ou en anglais Near Death Experience, NDE. Une expérience de mort imminente, c'est une circonstance, généralement un accident ou une intervention chirurgicale où il y a un arrêt cardiaque. Mais pas nécessairement. Il peut y avoir aussi une très grande peur, un accident qui ne se passe pas, ou une très grande peur, ou parfois une très grande fièvre, enfin une circonstance néanmoins assez perturbante. Et il y a toute une séquence d'événements qui ont été vraiment très clairement identifiés. Il y a même une échelle internationale qui permet d'identifier ces événements avec une sortie de corps, c'est-à-dire que la personne se perçoit hors de son corps, perçoit son corps à distance d'elle-même, avec une grande lucidité, une grande capacité de percevoir les choses, la pensée est très claire. Il y a perception, là je vous fais rapidement les séquences, d'une espèce de tunnel dans laquelle la personne s'engage, et au bout de ce tunnel, les personnes décrivent une immense lumière, pas du tout éblouissante, mais une immense lumière qui émane de l'amour. C'est vraiment le mot qu'ils utilisent. Un amour inconditionnel qui semble les accueillir. Mais c'est une personne ou c'est une alors, lumière? Les personnes, c'est curieux en fonction de leur croyances religieuses ou spirituelles, vont attribuer, c'est le Christ, ou bien c'est Dieu, ou bien c'est le prophète, ou bien c'est Bouddha, en fonction de leur propre identité religieuse. Voilà, ils vont mettre un nom sur cet événement et les athées vont dire une immense lumière émanant de l'amour. En tout cas, il y a un support d'expérience. Il y a parfois perception de proches décédés qui se présentent à la personne dans quelque chose qui semble assez joyeux, assez paisible. Parfois la perception dans 30% des cas de paysage. Un autre événement important survient lors de la rencontre avec cet être de lumière, on va l'appeler comme ça. Il y a une question qui s'élève dans l'esprit des personnes, comme si elle était communiquée par cette entité, et qui dit « Qu'as-tu fait de ta vie ? Montre-moi ta vie ». Et dans environ 14% des cas, les gens décrivent ce qu'on appelle un panorama de vie, une revue de vie, comme s'ils avaient en quelques fractions de secondes, mais pourtant qui sont durées une éternité, comme si le temps était suspendu. Ils voyaient toute leur vie, soit en arrière, soit en avant, mais en tout cas, les moindres détails de leur vie. Et ils sont amenés à répondre à deux questions. C'est comment as-tu aimé ? Et qu'as-tu appris de toi, des autres, du monde ? Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que pendant cette revue de vie, la personne n'est jamais soumise à un jugement extérieur, c'est uniquement elle-même qui a un regard sur ce qu'elle voit. Une sorte de lucidité sur ce que l'on a vécu, fait, dit, pensé. Exactement. Et plus encore, il y a la perception de l'impact que nos paroles, actions ont eu sur les autres, qu'ils sont ressentis de façon tout aussi intense, comme si c'était soi-même qui le vivait. C'est assez troublant. On a un double point de vue. Si j'ai humilié quelqu'un, je reçois l'humiliation. Si j'ai aimé quelqu'un, je reçois l'impact de cet amour et les gens le perçoivent sur le moyen, court, long terme. Donc ça montre l'interdépendance que nous avons avec tous les autres, tous les êtres que nous côtoyons. Plus qu'une interdépendance, presque une unité avec, et là, puisque nous sommes dans un contexte chrétien, c'est étonnant de voir cette parole de l'Évangile, ce que tu fais au plus petit d'entre moi, c'est à moi que tu le fais. Comme s'il y avait aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, comme si ce commandement était vécu directement par ces personnes qui parfois n'ont aucune connaissance de cela pendant cette revue de vie. Et d'ailleurs, le fait de se confronter à ceci fait que les personnes
cela induit des changements profonds après le retour. Alors, on en reparlera de ça. Mais c'est intéressant parce que tout de suite, vous faites référence à une dimension, on va dire, spirituelle. Oui, spirituelle, oui. Et les gens qui font ces expériences de mort imminente, parfois certains sont croyants, d'autres le sont pas. On a recueilli aujourd'hui des dizaines de milliers de témoignages. Je dirais, oui, des dizaines de milliers, c'est pas des centaines de milliers. On parle de près de plus de 40 ans, 50 ans d'expérimentation. Donc il y a beaucoup de témoignages. Scientifiques. Alors je tiens à le préciser. Ouais. Là, on parle d'études scientifiques qui ont été menées. Ce ne sont pas des cas particuliers. Non. Notamment, alors expliquez-moi ça. Pourquoi aux États-Unis, en Angleterre, on s'intéresse autant à ces recherches et si peu en France? Plus pragmatique. En fait, plus pragmatique, moins dogmatique. Mais ça, on m'a déjà posé la question, je ne sais vraiment pas. Parce que vous appuyez beaucoup sur des recherches américaines. Voilà, je me fais vraiment le porte-parole. Je n'apporte rien de mon tonneau, si ce n'est la dernière partie, mais c'est vraiment le porte-parole de ces études anglo-saxonnes qui sont publiées dans les plus grands journaux scientifiques. Oui, donc c'est vraiment pas du tout des petits rigolos qui ont écrit cela. Et donc, pour continuer la description, il y a donc cette revue de vie et survient à un moment donné l'idée que ton temps n'est pas venu. C'est soit les personnes eux-mêmes qui considèrent qu'ils ont des choses à terminer sur Terre, ils doivent revenir dans leur vie, soit cela est signifié soit par cet être de lumière, soit par des proches décédés qui lui disent « Non, tu as encore des choses à faire, il faut que tu retournes. » C'est pas eux qui décident. Parfois des personnes décident, souvent pour prendre soin d'un enfant, d'un proche, de terminer quelque chose d'important qui est étonnamment en lien avec le fait d'aimer. Ou alors ça leur est imposé parce qu'ils ne veulent pas partir. Je ne veux pas quitter cet environnement extrêmement pacifié de lumière, de paix. Il dit non, tu dois revenir. Et à cet instant, il y a un retour quasi immédiat dans le corps, et là, curieusement, sur le corps, la personne en train d'être réanimée sur le bord de la route, ou en train d'être réanimée pendant l'intervention chirurgicale, etc. Et les personnes, dans la continuité de l'expérience, ont beaucoup de mal parfois à parler de cette expérience. Ils craignent d'être considérés comme fous, qu'on se moque d'eux, donc beaucoup gardent le silence. Mais il y a aussi un temps d'intégration. On s'imagine que cette expérience-là va tout de suite transfigurer. Non, il y a un temps de transformation de plusieurs semaines, mois, parfois années, et qui débouche sur des transformations extrêmement profonde et qui interpelle beaucoup le psychiatre que je suis parce que ce sont des transformations radicales parfois de vie sur la vision sur soi, sur les autres, sur l'importance d'avoir une vie qui a du sens, l'importance d'une vie qui est régie par de l'amour, de l'attention à autrui, une dimension de sagesse également. Chez des gens qui parfois antérieurement n'avaient jamais eu le moindre intérêt pour ces questions-là et qui même parfois n'étaient pas forcément des personnes fantastiques, mais qui, du fait de ces expériences-là, se retrouvent vraiment avec un questionnement de fond qui a un impact extrêmement positif. Pourquoi je vous dis que c'est important par rapport au psychiatre que je suis, c'est que je sais bien combien il est difficile en thérapie de faire changer les gens. Ça met des années pour arriver à changer un petit peu la vision des choses. Or, on a des personnes qui, avec un arrêt cardiaque parfois de 8 minutes ou 10 minutes, reviennent et font preuve de transformation majeure, durable, qui imprime leur existence pour toujours en si peu de temps. Ça ne peut pas être lié à un simple événement électrique dans le cerveau. Je suis désolé, ça n'est pas possible.
Docteur Christophe Fauré, nous poursuivons cet échange autour des expériences de mort imminente dont vous venez de parler longuement, avec passion. On le sent, c'est quelque chose qui vous habite vraiment sincèrement. Vous qui êtes médecin, scientifique. Oui, vraiment, parce que j'ai entendu des personnes me les raconter, et il y a un énorme soulagement des personnes. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser. Vous avez non seulement lu ces recherches qui sont faites aux États-Unis, notamment aussi en Angleterre, au Canada, mais vous avez reçu des témoignages de personnes qui vous ont partagé leur propre expérience de mort imminente. Qu'est-ce que l'on ressent quand on écoute ces personnes-là, vous qui êtes un professionnel de l'écoute? D'abord, c'est vraiment écouter attentivement pour voir s'il s'agit d'ailleurs d'une expérience de mort imminente. Il y a des référents qui ont été, des échelles qui ont été mises en place pour vraiment voir s'il s'agit vraiment d'une expérience de mort imminente ou pas. Donc déjà, c'est identifier cela. Et après, si c'est vraiment une expérience de mort imminente, on reconnaît une couleur. Il y a une couleur constante. D'ailleurs, j'invite les personnes à lire encore et encore, s'ils lisent l'anglais, parce que malheureusement, c'est beaucoup en anglais, les sites internet où il y a des milliers de témoignages, la même couleur de quelque chose qui a été touché et qui est quasiment de l'ordre de l'indicible, avec une incroyable de mettre des mots, une grande difficulté à mettre des mots. Mais toujours, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une transcendance dans cette expérience et surtout une compréhension que cette existence qu'il mène là a du sens et qu'il doit vraiment s'inscrire dans ce sens. Un exemple, un monsieur qui a un accident de voiture, de moto, à Paris. Il tombe, il est percuté, il se voit, il sortit de corps et il se voit inconscient sur le bord de la route. Et lui, il ne voit pas du tout ni le tunnel ni la lumière, mais simplement dans une ambiance de paix énorme. Et il comprend quelque chose du sens de sa vie. Sans faire ce voyage dans le tunnel, sans la rencontre avec la lumière. Voilà. Car il faut bien dire que tout le monde ne fait pas toutes les étapes de ce que vous avez décrit. Alors là, justement, je parle de cet exemple-là. Il est simplement sorti de corps, un état de grande paix et une compréhension intuitive sur ce qui devait être fait de son existence. Et il a décidé de revenir, en disant « je dois revenir pour ma famille ». Et il a réintégré son corps. Et là, curieusement, il a retrouvé la douleur physique qu'il n'avait pas pendant son expérience. Et ça induit en lui un questionnement de fond, à la fois sur son couple, mais surtout c'est un questionnement professionnel sur je ne suis pas dans la finance, la communication et tout, mais je ne suis pas là où je devrais être. Et il a mis, suite à cela, il a remis en question tout un chantier pour faire une réorientation professionnelle dans quelque chose de plus artistique, qui lui correspondait plus, qui était quelque chose plus avec le théâtre vivant. Et c'est vraiment ça qui ressort toujours. Il y a véritablement, au bout du compte, ce n'est pas le côté extraordinaire de l'expérience qui m'intéresse là-dedans. C'est ce que les gens en font dans leur vie. Comment ça les transforme, en fait. Comment cette expérience les transforme. Parce qu'il y a ce proverbe chinois qui dit « Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt ». Ne soyons pas des idiots à regarder le doigt, à être fascinés par ces expériences qui certes sont fascinantes, mais ce qui est pointé, c'est cette vie, c'est notre vie. Et donc l'interrogation sur le sens de cette des existence. Choses et une interrogation sur cette conscience qui ne semble donc pas reliée au corps physique. Et donc, si elle n'est pas reliée au corps physique, quelle est-elle? Donc ça veut dire que la conscience dont nous parlions au début de cette émission n'est pas le fruit du fonctionnement de notre corps. Non, c'est ce qui semble... Et je n'énonce pas une croyance ici, j'énonce le cumul de faits et de données qui, les mis les unes à côté des autres, arrivent à cette... idée que la conscience n'est pas localisée au cerveau. On parle de conscience non localisée. Docteur Christophe Fauré, jusqu'à très récemment, dans la plupart des religions du monde, on parlait de l'âme. Oui. L'atman chez les hindous, chez les bouddhistes, l'âme chez les juifs, chez les chrétiens, le roi, le souffle. Oui. On parlait d'une âme. Oui. Cette notion d'âme a peu à peu disparu. Oui. Aujourd'hui, on parle de conscience. De conscience, on parle plus... Donc, est-ce que ce que l'on est en train d'évoquer là sous le terme de conscience, c'est ce que l'on a appelé pendant des siècles l'âme qui était distincte du corps? Alors ça, je ne sais pas, parce que justement, ce qui est important, c'est que je me suis posé dans ce livre entre guillemets, même si ça peut être réducteur scientifique. Là, c'est une question de théologie. Et je préfère ne pas y répondre. J'ai mon idée, parce que je suis assez imprégné de culture à la fois chrétienne et bouddhiste, mais je parlerai plutôt de courant de conscience plutôt que âme. Qu'est-ce que c'est, courant de conscience? Un courant de conscience, c'est plus comme un courant de conscience, comme il y a un fleuve.
s'appelle la scène, c'est identifié comme la scène, mais la scène n'est jamais la même. C'est un flux constant qui est identifié comme la scène, mais qui n'est jamais constante, qui est en sans cesse remaniement. Mais une conscience qui garde la conscience d'elle-même. Mais vous voyez, là on sortirait en fait de ce que j'ai voulu. Dans la voilà, théologie. on est dans la théologie, et c'est pas ça que j'ai voulu parler. J'ai voulu simplement, pour laisser après aux personnes la possibilité de faire leur propre. Oui, mais il y a bien un individu, idée. parce que ce que vous nous avez décrit, cette personne qui quitte son corps, oui. n'est plus son corps, mais elle est toujours. Elle est quelque chose. Elle est une conscience. Mais véritablement, là justement, mais une conscience qui a la mémoire de ce qu'elle a vécu, qui reconnaît des êtres décédés, parce que certains voient des êtres aimés qui sont décédés. Elle a un vis-à-vis avec cet être de lumière. Oui, il y a un échange. Bien sûr. Il y a un échange. Et c'est ça tout l'intérêt de valider ces expériences-là pour étudier ces témoignages. Quelle est la nature même de cette conscience? Parce que dans ces témoignages, on n'a pas véritablement la nature même de cette conscience, même si, sans pousser les choses, les personnes l'énoncent comme étant par nature amour. C'est quand même hallucinant. C'est des gens qui ont un discours très théologique alors qu'ils n'ont jamais ouvert le moindre livre. Ils disent non, c'était ce que je vivais, j'avais la conscience que j'étais en essence amour, que j'étais en essence connaissance, que j'étais en essence sagesse, et que cette entité que je rencontrais était exactement de la même essence. C'est ça qui est profondément troublant chez des personnes qui n'avaient jamais le moins de culture de ces choses-là. Les objections sur la validité des EMI, j'aimerais qu'on en parle, elles sont nombreuses. Vous dites vous-même, il est indispensable de prêter attention aux objections qui s'élèvent contre les EMI. Quelles sont-elles, ces objections qui vous disent que la plupart c'est un manque d'oxygène qui provoque des troubles cérébraux, ce sont des épisodes épileptiques, ce sont une explosion de neurotransmetteurs, ce sont des hallucinations, ce sont des mécanismes de protection psychique pour contrecarrer la peur de l'anéantissement par la mort. Il y en a vous les énumérez tous, vous les analysez tous dans votre livre. Vous ne les retenez pas, ces objections? Vous les démontez toutes dans votre livre? Alors, quand vous dites vous, ce n'est pas moi, ce sont les chercheurs. Pas le docteur Christophe Fauré, ce sont les chercheurs. Ce sont les chercheurs qui depuis des décennies, travaillent justement à démonter, je dirais, ces objections. Et on arrive quand même à la conclusion que il y a des circonstances où il est impossible de maintenir le paradigme que la conscience est reliée à l'activité du cerveau. Quand, par exemple, il y a une étude qui a comparé les expériences de personnes qui étaient aveugles de naissance et qui avaient fait des EMI et qui sont en mesure, pendant leur expérience, de pouvoir percevoir des objets qu'ils n'ont jamais perçus et qui, quand ils reviennent dans leur corps, ne voient plus, mais sont en mesure de décrire la pièce où ils étaient. Même des pièces où leur corps n'était pas, mais qu'ils ont pu voir d'autres pièces de l'hôpital, par exemple. Et une femme même qui s'était jamais vue, puisque aveugle de naissance, s'est reconnue à la bague qu'elle portait en disant « Mais c'est moi cette femme qu'on est en train de ranimer ». Donc là, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais il y a de nombreuses objections qui peuvent être levées. Des personnes qui ne sont pas restées à proximité de leur corps pendant la réanimation, par exemple, mais qui sont allées se retrouver dans la salle d'attente ou parfois dans des couloirs de l'hôpital à des dizaines de mètres ou des centaines de mètres de là, et qui pouvaient décrire ce que leurs proches ont fait, ce que leurs proches ont dit, à qui ils ont téléphoné, comment ils étaient habillés. Comment est-il possible que leur corps soit à un endroit et à des dizaines, centaines de mètres de là, ils soient en mesure d'apporter des informations qui sont vérifiables dans l'après-coup, que ce soit simplement un événement intrapsychique, c'est compliqué à expliquer. Visage RCF. Docteur Christophe Fauré, vous l'avez un peu évoqué, mais j'aimerais qu'on revienne un instant sur ce qui change. Parce que c'est ça qui est très important. Ce qui change chez ces personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Il y a un aspect essentiel, c'est une réduction très importante, voire une disparition complète de la peur de la mort. C'est quand même hallucinant. La peur la plus majeure de toute l'humanité tend à disparaître. Pourquoi ? Parce que les personnes ont une expérience directe
non pas intellectuelle, mais directe, qu'il y a continuité de leur conscience après que la mort n'est pas la fin. Et il y a, dans ce constat-là, curieusement, avec la peur de la mort qui s'estompe, il y a une soif de vivre qui émerge, avec une compréhension que cette vie a un sens. C'est intéressant, parce que si ce monde-là où ils sont allés momentanément est si merveilleux, revenir dans la condition humaine qui est quand même bien marquée par la souffrance pourrait donner envie de se suicider et de vite retourner dans cet univers-là. Eh bien, il y a des études justement qui ont été menées par des personnes, auprès de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente après suicide. Dans l'immense majorité des cas, si ce n'est pas la totalité des cas, les personnes disent non, le suicide n'est pas une option viable, entre guillemets, et ils ne refont pas de tentative de suicide parce qu'il y a une compréhension qui s'élève durant l'expérience où on leur fait comprendre qu'il y a des choses à faire dans cette vie-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas par hasard dans cette existence-là et que l'on a un apprentissage à vivre dans cette existence-là. Vous voyez, c'est vraiment ça le sens de cette parole qui leur est donnée en disant non. Ton temps n'est pas venu, il faut que tu reviennes. Ça suppose quoi si on regarde en profondeur ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un temps où c'est le bon temps de mourir et un temps où c'est pas le bon temps de mourir. Tu as encore des choses à faire, présuppose qu'on est ici pour quelque chose, on est ici pour apprendre. Enfin, moi, en lisant votre livre, ce que j'ai compris, c'est ça. On est ici pour apprendre et on est ici pour apprendre à aimer. Qu'on apprendra à aimer, à comprendre aussi la dimension de sagesse, la dimension de la compréhension intime du réel, la compréhension intime de l'être, de la relation à l'autre et de la relation au monde. Mais je voudrais juste un petit point important pour faire un bémol par rapport à ce côté un peu extraordinaire des EMI. Il y a peu d'études, parce que les gens n'osent pas en parler, il y a des EMI négatives, voire très négative. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est-à-dire, alors selon les études, c'est entre 4% et 20%. Et les gens n'osent pas en parler parce que il y a 3 types d'EMI négatives qui sont beaucoup plus rares. Soyons clairs, c'est beaucoup plus rare. Mais il y a des témoignages et les gens maintenant commencent à oser en parler parce qu'ils avaient honte d'en parler en disant, mais si je fais une EMI négative alors que tout le monde fait une EMI positive, qu'est-ce que ça veut dire ? EMI négative de 3 types. Le premier type, c'est qu'il y a des éléments qui ressemblent à une EMI classique mais qui font peur. La personne est effrayée de voir des proches décédés qui s'avancent vers elle avec bienveillance. Au lieu d'être dans la sérénité comme les autres, ils ont peur. Ou qui ont peur, qui comprennent pas, qui sont paniqués de se voir hors de leur corps. Là, c'est un premier type. Le deuxième type, c'est des perceptions où la personne a l'impression, et une amie journaliste, journaliste médicale me l'a raconté, qu'il y a 30 ans, elle a fait une EMI et s'est retrouvée dans un noir absolu, avec un espèce de puits sans fond dans laquelle elle sombrait, elle n'arrivait pas à glisser contre les parois, et il y avait un vécu vraiment de lutter pour ne pas sombrer dans ce néant, dans ce vide, et c'était vraiment une expérience qui, 30 ans après, quand elle la raconte, est extrêmement présente dans son esprit, c'était extrêmement anxiogène. Et le troisième type d'expérience, j'insiste, très très rare, mais il y a des gens qui le décrivent, des environnements très malveillants, très malfaisants, avec des... Ce qui est curieux, c'est que les personnes voient ces environnements en témoin. Ils ne sont pas partie prenante de ce qu'ils perçoivent. Ils perçoivent comme des âmes en peine, des personnes dans des souffrances ou des personnes malveillantes qui sont autour d'elles, des environnements, je mets beaucoup de guillemets. Comme des enfers. Oui, enfers démoniaques, entre guillemets. Et à la fin de ces expériences-là, il y a véritablement des gens très traumatisés. Il y a 3 types de réponses par rapport après l'expérience. Soit les personnes rationalisent en disant non, c'est simplement un dysfonctionnement de mon cerveau, ok. La deuxième axe, c'est les personnes qui se disent c'est une remise en question salutaire. Je dois réformer ma vie. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui font des EMI négatives ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Il y a des gens très très bien qui font des EMI négatives et des gens très très mauvais, très des assassins même qui font des EMI positives. Donc c'est pas lié à la qualité humaine de la personne. Et c'est ça qui a étudié. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc des gens qui sont remis en question salutaire de leur vie. Et le troisième type de réponse, c'est justement ces gens qui ne savent pas quoi en faire et qui restent beaucoup avec une espèce d'anxiété, de questionnement. Ceci souligne d'ailleurs combien il est important que les psys
psychiatres, psychologues, connaissent ces expériences pour accompagner les personnes qui peuvent un jour se présenter à eux en disant voilà, j'ai fait telle expérience-là, et qu'ils ne soient pas renvoyés en disant c'est n'importe quoi, c'est le fruit de votre imagination, alors que pour la personne, c'est une vraie expérience qui a besoin d'être accueillie. Donc la formation des professionnels de santé à ces questions est essentielle. Mais la plupart des expériences sont positives, sont positives. Oui, la plupart. La plupart sont vraiment positives, et donc extrêmement les gens positives. qui ont vécu ça n'ont plus peur de la mort, voilà. Ont envie de réfléchir sur leur vie, la changer. Et la changer dans le sens de comment je mets en œuvre l'amour, la bienveillance dans mon existence. Et il y a aussi tout un regard qui change sur la relation à l'autre, la qualité de la relation à l'autre, mais au sens large. Ça peut être aussi les animaux, ça peut être aussi la planète, respecter la planète, respecter le vivant. Au sens large. Et il y a aussi, curieusement, des gens qui observent une réduction de tout ce qui est la course pour la compétition, la carrière, le statut social, l'argent, la réussite financière. Ça a tendance à prendre beaucoup moins d'importance. Ce n'est pas rejeté, mais c'est vécu comme ce n'est plus une priorité aussi importante. Docteur Christophe Fauré, on a parlé longuement des expériences de mort imminente qui sont vraiment fascinantes et j'encourage vraiment les gens à lire, quoi qu'ils pensent, à vraiment lire, se documenter sur ces expériences de mort imminente. Ouais. Moi, je me souviendrai toujours d'avoir reçu ici à votre place le médecin de Lourdes qui recueille beaucoup de témoignages de gens qui viennent témoigner sur leur guérison à Lourdes, où il retient très peu de vraies guérisons. Oui. Par contre, il a recueilli des expériences de mort imminente bien sûr. Il m'a dit à quel point il avait été bouleversé. Oui. Lui qui entendait tellement de témoignages différents, bouleversé par la véracité de ce qu'il percevait quand il recevait ces témoignages-là. Et c'est devenu quelqu'un qui parle beaucoup des expériences de mort imminente aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle maintenant avec vous, docteur Christophe Fauré, d'autres choses dont on parle moins. Oui. Dont on est presque même encore plus gêné autour, c'est ce qu'on appelle les expériences de fin de vie, ou les vécus subjectifs de contact avec un défunt. Alors ce sont deux choses différentes. On va commencer par les expériences de fin de vie. Alors ça, ce sont des choses qu'on croise assez souvent quand on travaille en soins palliatifs. J'étais médecin en soins palliatifs, donc l'accompagnement des personnes en fin de vie. Qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui est en fin de vie et qui, dans les cas qui ont été étudiés, on a éliminé les personnes qui étaient confuses, on a gardé que les personnes qui avaient une clarté d'esprit pour pouvoir vraiment ne pas imputer à leur maladie ou à des troubles ou aux drogues comme ça, vraiment ces expériences-là. Ce sont des personnes qui peuvent parler avec vous et dire voilà, je suis en train de percevoir là dans la chambre, pendant qu'on est en train de parler, ma sœur décédée ou mon mari décédé, et je les vois de temps en temps, c'est pas tout le temps, ils sont là, ils disparaissent, ils sont là. Mais ça vous fait peur, ça vous effraie, non? C'est très calme. Mais qu'est-ce que vous en comprenez? C'est comme s'ils m'attendaient, c'est comme s'ils étaient prêts à m'accueillir, et c'est assez serein, c'est
très joyeux. Et curieusement, comme pour les EMI, les personnes qui font ce type d'expérience en fin de vie ont une diminution, voire une disparition complète de la peur de la mort parce qu'ils perçoivent au seuil vraiment de leur existence quelque chose qui serait une autre dimension au-delà de cette vie. Et ils en font part à leurs proches, mais ils peuvent en faire part aussi à des soignants, en disant, voilà, alors, il y a plusieurs circonstances. Soit c'est des perceptions qu'ils ont vraiment de proches qui leur apparaissent, ça paraît incroyable de le raconter comme ça, mais qui leur apparaissent à l'état de veille, mais aussi parfois à l'état de rêve, mais avec des rêves qui ont une tonalité un peu particulière, qui n'ont pas toute la valeur symbolique ou les histoires un peu compliquées, des choses très claires, comme par exemple... Vous le savez, là, Christophe, et la plupart des gens vont vous dire « Non, mais ça, c'est des hallucinations. Ces gens-là sont en fin de vie, ils n'ont plus tout à fait leur conscience, leur cerveau fonctionne. » Justement, il y a une étude qui a été faite... Bien sûr, il y a une étude qui a été faite par le Christopher Kerr, dont je parle dans le livre, et qui est un médecin directeur d'une unité de soins palliatifs à Buffalo, aux États-Unis. Et justement, il a fait toute une étude sur ces personnes qui traduisaient ce type d'expérience. Il a mis un point d'honneur à filmer les gens. Il y a quelques extraits sur YouTube, mais pas beaucoup. Filmer les gens, et il a éliminé, comme je disais tout à l'heure, toutes les personnes qui étaient confuses, qui avaient des états déjà délirants préexistants. Ce sont des personnes qui parlent aussi clairement que vous et moi à cet instant même, et qui disent, ok, vous allez peut-être me prendre pour fou ou pour folle, mais je perçois régulièrement mon fils décédé d'un accident de moto qui m'est apparu et qui me dit, maman, bientôt tu me viens me rejoindre. Une autre patiente, mais vraiment qui m'a raconté, une dame hyper les pieds sur terre, vraiment très les pieds sur terre, et qui rêve souvent de sa maman décédée. Donc elle rêve de sa maman décédée, et dans ce rêve, sa maman décédée lui dit un jour, une nuit, tiens, Marie, cette amie de sa maman décédée, va bientôt venir me rejoindre. Elle arrive. Cette dame se réveille de ce rêve, il est 2h du matin, elle regarde sa montre et dit, il faut que j'appelle Marie. Il est 2h du matin, elle habitait au Mexique. Elle appelle et elle tombe sur son fils en pleurs qui lui dit, maman, Marie, vient de décéder. Elle a donc reçu l'information que sa mère décédée allait accueillir Marie, sans savoir que Marie était ni malade ni quoi que ce soit. Elle appelle et elle a la confirmation par le fils de Marie qu'elle vient de décéder. Vous voyez, c'est le cumul de choses comme ça. Une autre anecdote que je raconte dans le livre, une dame qui, pareil, est en fin de vie, raconte à l'infirmière, je rêve souvent de mon mari décédé, et que je vais le rejoindre. Bon, l'infirmière n'en fait pas plus. Puis un jour, elle est un peu surprise, elle raconte à l'infirmière, mais je viens de voir mon mari avec ma sœur qui habite en Chine, ma sœur jumelle qui habite en Chine, et un peu troublée. Et l'infirmière demande à la fille de cette dame, dit, mais votre maman me parle de sa sœur. Et là, la jeune fille tombe en pleurs, et elle dit, on n'a pas osé dire à maman que sa sœur, il y a quelques jours, est décédée en Chine. Donc la mère n'était pas au courant du décès de sa sœur, et elle le perçoit dans son rêve en lien avec son mari décédé, et elle s'étonne parce qu'elle ne devrait pas être avec son mari décédé puisqu'elle est vivante en Chine. Donc, docteur Christophe, on a parlé là des expériences de fin de vie. J'aimerais qu'on parle maintenant de choses très troublantes aussi, c'est les vécus subjectifs de contact avec un défunt. Voilà, qu'on appelle VSCD, vécu subjectif de contact avec un défunt. Déjà, comment définir ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quelque chose... À partir du moment du décès, où en moyenne 6 mois, parfois 1 an, mais parfois plus d'autres fois dans l'existence, mais parfois une fois pendant un temps très court, quelques secondes, c'est la perception de la personne qu'on a perdue. Soit on la voit en 3D en face de soi, soit on l'aperçoit de façon un peu plus confuse, soit visuellement, soit
auditivement, on l'entend, soit on sent une sensation physique de grande... On sent comme une main sur l'épaule, on entend la voix de la personne qui dit « Ne t'inquiète pas, je vais bien ». Exactement. Et c'est d'ailleurs la teneur essentielle de ces messages. Ne t'inquiète pas, je vais bien, tout va bien maintenant. Je suis en sécurité maintenant, je n'ai plus mal maintenant. Hein. Et avec une grande proximité et ces événements-là, très très courts de quelques secondes, ont un impact vraiment considérable sur les personnes qui sont parfois très étonnées de percevoir ainsi l'approche. C'est parfois en plein jour, c'est parfois en pleine lumière, donc c'est pas un effet d'optique. C'est pas ça peut être à l'état de veille, ça peut être à l'état entre le veille et le sommeil, ça peut être lors de rêves, exactement comme pour les expériences de fin de vie. Mais il y a un impact très apaisant. Et donc, c'est le contraire des hallucinations. Les hallucinations sont toujours dans un contexte anxiogène, avec un sillage dans l'hallucination, d'inquiétude, d'angoisse. Là, c'est toujours vécu de façon très sereine, très positive. Enfin, parfois, les personnes sont effrayés parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais dans l'immense majorité des cas, il y a quelque chose de très... Je ne peux pas penser à la notion de fantôme. Il y a des gens qui Alors ça peur semble des pas, fantômes. Ça semble pas être, d'après ce qui est étudié, et ces chercheurs font vraiment la différence avec des fantômes. C'est étonnant, fantômes qui seraient quelque chose qui perdurerait, alors que là, les VSCD sont vraiment des expériences qui sont très ponctuelles. Alors, à nouveau, on peut dire l'objection. Oui, mais ces personnes qui perçoivent un proche décédé, ils ont tellement envie de le retrouver qu'ils génèrent de l'expérience. 2 objections à ça. Depuis toutes ces décennies, j'accompagne des personnes en deuil, notamment des parents en deuil. Jamais je n'ai vu une maman, par exemple, qui ne souhaitait pas ardemment retrouver son enfant. Si le désir de retrouver son enfant était ce qui générait une VSCD, toutes les mamans feraient des VSCD. Or, c'est pas du tout le cas. On ne sait pas ce qui détermine la survenue d'une VSCD. Ça, c'est une vraie question. Pourquoi certaines personnes peuvent faire ce type d'expérience et d'autres non ? C'est pas lié au lien d'amour. C'est étonnant. On pourrait dire que plus on a un lien d'amour, plus il y a un VSCD, alors que ce n'est pas le cas. Il y a parfois une étude qui montre qu'il y a presque 7% de personnes qui font des VSCD, de gens qui ne connaissent pas directement, qui n'ont pas de lien et qui sont connus, c'est des voisins par exemple. Pourquoi ils feraient un VSCD alors qu'ils n'ont aucun lien émotionnel avec eux. Et la deuxième objection, c'est ce qu'on appelle les VSCD d'information, où la personne prend connaissance du décès de cette autre personne par le VSCD. Dans le bouquin, je parle d'une dame qui voit par la fenêtre sur le perron son fils, qui lui fait un petit coucou par la fenêtre. Elle sort joyeuse pour aller à la rencontre de son fils. Elle sort et il n'y a rien du tout. Il est pas là, mais elle est un peu étonnée. Le téléphone sonne et c'est la police qui appelle pour lui prévenir que son fils a eu un accident de moto et qu'il est décédé. Au moment où elle a fait ce VSCD, elle n'était dans aucune souffrance. Donc il n'y avait aucune raison que son cerveau génère un mécanisme de protection et génère une vision de son fils pour la protéger de la souffrance d'une perte dont elle n'avait absolument pas conscience. Donc il y a plein d'exemples comme ça également où il y a des VSCD où la personne apprend le décès de la personne qui est confirmé après, très souvent, l'heure où la personne a eu le VSCD correspond très souvent à l'heure où la personne est décédée, information qui est parfois vérifiée 1 jour, 3 jours, 1 semaine plus tard. Mais vous qui êtes médecin, psychiatre, psychologue, vous le savez très bien, toutes les personnes qui perdent un être cher ont envie de communiquer avec cet être cher qui vient de mourir. Est-ce qu'il n'y a pas danger, en parlant de tous ces sujets, que les personnes se lancent dans des tentatives de communication avec les morts ? C'est justement ce à quoi je t'invite à faire attention. Toutes les expériences que je décris dans ce livre, Cette vie et au-delà, sont des expériences spontanées. Non recherché, c'est-à-dire qui ne passe pas par l'intermédiaire d'une tierce personne, pas de médium. C'est-à-dire d'un médium. C'est pas que je ne suis pas intéressé, je m'intéresse à cela, mais je voulais cantonner aux expériences spontanées pour qu'il n'y ait pas le biais, le biais ou le filtre d'une autre personne ou de certains enregistrements qu'on appelle la TCI, ou une tentative d'enregistrer des pratiques de spiritisme. Voilà. Et là, c'est vraiment l'expérience en direct de la personne avec l'authenticité de son expérience intime. Parce que la plupart des religions déconseillent fortement d'essayer de communiquer avec les morts. Moi, je le
c'est pas que je le déconseille, mais je le conseille pas, en tout cas. Je dis jamais, de toute façon, au niveau déontologique, je ne peux pas dire à des patients, allez voir des médiums, parce que, au bout du compte, je suis plus sur les contacts spontanés. Mais de toute façon, même si je demande aux personnes, n'y allez pas, je ne conseille pas, eh bien, ils y vont quand même. Et ils me racontent ce qui se passe. Et là, c'est intéressant de voir avec eux, qu'attendez-vous? Alors, ils me parlent de leur intention d'aller voir. Et là, ça ouvre quelque chose sur que souhaitez-vous recevoir comme réponse? Que souhaitez-vous poser comme question? Donc, ça permet aussi de creuser les choses. Mais ma réserve par rapport à la médiumnité, et je dois avouer qu'il y a des gens qui ont des réels talents, et je ne le mentionne pas dans le livre, mais il y a des protocoles de recherche, là encore, dans les pays anglo-saxons, qui sont extrêmement serrés, extrêmement vissés pour éviter toute fraude, qui tendent à démontrer que certaines personnes ont des talent pour percevoir quelque chose qui serait de l'ordre d'une conscience d'une personne décédée. Mais c'est intéressant parce que aujourd'hui le monde scientifique s'ouvre de plus en plus à des recherches poussées, sérieuses, pointues sur ce qu'on appelle le paranormal. Je suis pas fou, Thierry. Je vais pas me. Je vous aurais pas invité. Sinon voilà. Je vais pas mettre en danger ma crédibilité professionnelle si je n'appuyais pas tout ce que je vous dis sur des études vraiment reconnues. Ce sont des choses qui sont reconnues et qui permettent justement de faire avancer la science, parce que tout ceci invite à encore plus de science. Si on sort du paradigme que la conscience n'est pas localisée au cerveau, ça ouvre un autre champ des neurosciences, c'est pas une opposition, mais un élargissement considérable des neurosciences pour étudier cette conscience non localisée. Qu'est-ce que c'est? Quelle est sa nature? Et toutes ces vous pointez du doigt la nécessité de l'humilité de la science occidentale pour reconnaître que dans le domaine des connaissances actuelles, nous pouvons dire ceci ou cela, mais le champ est beaucoup plus large. Et je pense que c'est peut-être un des problèmes de l'Occident de se croire très sachant alors qu'il ignore encore beaucoup de choses. Vraiment, je crois au 19e siècle, quand il y a eu cette séparation majeure entre la science et la religion, ça a pu être nécessaire parce qu'il y avait certaines prises de pouvoir en tout cas, mais cette séparation maintenant persiste et elle est contre-productive parce que il y a des expériences qui sont d'ordre spirituel qui émergent comme celles qu'on décrit, et ce n'est pas du tout abandonner la science que de s'interroger sur et d'étudier ces expériences spirituelles. Il y a une complémentarité qu'on doit rechercher. C'est être au contraire de dire non, ça n'existe pas. C'est ça qui est anti-scientifique, parce que c'est un scientifique, il se penche sur toutes les données qui existent, accumulées, analysées, et fait sa propre analyse, mais sur la base de ces données nouvelles. Et c'est ça qui va peut-être l'aider à changer de paradigme et dire que oui, on ne peut pas rejeter ces expériences-là. Et donc, on est obligé de remettre en question ce paradigme qui dit que la conscience n'est que le produit du cerveau.
Ça passe trop vite. Ça passe trop Dr. vite. Oui, ça passe trop vite parce j'aurais aimé parler avec vous des souvenirs des vies antérieures parce que là aussi, c'est un monde, c'est tout un sujet. On peut peut-être en dire deux mots rapidement. On dit 2 mots parce que là encore, c'est très très étudié et là encore, à l'université de Virginie, il y a un département spécifique qui s'occupe de cela. C'est le psychiatre Ian Stevenson qui a pu identifier d'abord dans les pays en Asie du Sud-Est, mais aussi maintenant aux États-Unis, dans les pays occidentaux, de jeunes enfants vers l'âge de 2 ans qui commencent à parler, entre 2 et 6-7 ans. 17 ans. Après, beaucoup oublient quasiment, ils oublient les choses après 7-8 ans. Et ils disent, ils disent à leur maman, je veux rentrer à notre maison. Avant de mourir, je faisais tel métier, j'habitais dans tel village. Et donc, Stevenson a fait des 2600 cas très répertoriés de façon extrêmement détaillée, extrêmement précise, et on a pu retrouver 1700 cas qui corroboraient exactement les noms des villages, les circonstances de décès, enfin tout ce que l'enfant avait décrit et que l'enfant ne pouvait absolument pas avoir connaissance à 2 ans ou 3 ans. Avec parfois des détails absolument intimes de vie relationnelle. Et même des marques de naissance, des marques de naissance qui correspondent, des marques de naissance sur l'enfant qui correspondent aux circonstances de décès de la personne dont il parle dans son souvenir. Mais ça demanderait à être creusé plus en détail parce que c'est vraiment l'aspect le plus troublant, mais qui parle là encore d'une continuité de la conscience. Alors, Dr Christophe Fauré, pour terminer, j'aimerais qu'on récapitule un petit peu parce qu'on a évoqué beaucoup de choses. Moi, j'aimerais savoir en quoi ces études, ces recherches nous invitent à un autre rapport à la vie et pas seulement à la mort. Ok. Toutes ces expériences montrent qu'il y a continuité de la conscience et que pendant ces expériences-là, ce qui ressort toujours, il y a 2 choses. On va se répéter, mais c'est pas grave. L'amour et la sagesse sont les boussoles de nos existences. Comment on va décliner ces 2 axes d'amour et de sagesse dans nos existences, c'est véritablement cela qui va déterminer une existence accompli. Et quand vous dites sagesse, qu'est-ce que vous voulez dire? Sagesse, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est la connaissance du réel, c'est la connaissance scientifique également, c'est la connaissance de soi, connais-toi toi-même sur le temple de Delphes, c'est vraiment connaître l'intimité de ce qui constitue le réel, et la physique quantique nous ouvre aussi à ces choses-là. Donc c'est vraiment, mais au bout du compte, je devais résumer, c'est comment est-ce que j'aime dans mon existence? La fine pointe, c'est ça, l'amour comme nature même de la conscience quelque part. Et dans ce contexte-là, cette vie est le cadre dans lequel on doit apprendre à vivre cela. Donc cette vie a un sens. Quelles que soient les souffrances, quelles que soient les épreuves, et Dieu sait si nous sommes confrontés à des souffrances et des épreuves, mais elles semblent-ils à travers ces expériences rapportées par la science, mais qui nous disent des choses sur notre vie, cette vie n'est pas absurde, au-delà de son apparente absurdité, et il y a quelque chose de très, très profond, de très, très essentiel à vivre dans cette existence. Un grand merci, Dr Christophe Fauré. C'est un défi de parler de tous ces sujets aussi denses, même en 1 heure. Mais je renvoie bien sûr à votre livre intitulé « Cette vie, 3 petits points et au-delà » avec comme sous-titre « Enquête sur la continuité de la conscience après la mort », un livre publié aux éditions Albin Michel. Je vous remercie beaucoup d'être venu et je vous laisse vite repartir parce que je sais que vous avez des patients qui m'attendent. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.